Alors, bienvenue sur le quatrième webinaire thématique et aux santé qui a pour thème comment accueillir et manager les défis de santé de son équipe. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marine Chausson, qui est une patiente partenaire, conférencière et accompagnatrice qui animera ce webinaire et qui se présentera à nous dans quelques instants. Avant d'introduire le déroulé de ce webinaire, j'en profite pour me présenter. Je suis Clara Tomasini, chargée de projet pour l'association OETH, qui est l'association qui porte l'accord handicap de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale associative et qui a développé le dispositif EO Santé. EO Santé, c'est une plateforme qui a pour objectif de promouvoir une culture de maintien et de santé au travail. Cette plateforme permet d'échanger de façon confidentielle avec des patients partenaires qui ont un savoir expérientiel, puisqu'ils ont vécu eux-mêmes une situation de maladie, de handicap, et qu'ils se sont formés pour accompagner d'autres personnes concernées dans le contexte professionnel. Et au santé est destinée à tous les professionnels du secteur et accessible gratuitement. Elle concerne à la fois des salariés qui font personnellement face à un défi de santé ou un handicap, mais aussi leurs collègues. Donc ça peut être leur manager, référent handicap, directeur d'établissement, etc. L'objectif de ces échanges avec les patients partenaires, c'est d'être écoutés et de mieux comprendre les enjeux autour de la maladie et du handicap dans la sphère professionnelle. Marine, tu peux passer à la slide suivante. Donc, à la suite de ce webinaire, vous pourrez tout à fait prendre rendez-vous sur EO Santé avec Marine, par exemple, ou un autre patient partenaire, afin d'échanger, de pouvoir poser vos questions et vous faire accompagner, même si vous n'êtes pas directement concerné. Sur la plateforme, il y a aussi des ressources de type témoignages, des fiches pratiques, des quiz, mais aussi les replays des autres webinaires qui ont été animés par des patients partenaires, comme celui que nous réalisons aujourd'hui sur différentes thématiques. Au cours de ce webinaire de 45 minutes, nous essaierons de vous apporter des clés de compréhension sur ce que ça représente d'accueillir, d'accompagner, de favoriser le maintien en emploi de ces collaborateurs qui ont des problématiques de santé, que ce soit de type maladie chronique par exemple ou handicap invisible. Vous pourrez tout au long de cette présentation poser vos questions dans l'espace Q&R, donc pas le chat, l'espace QR. Et nous essaierons de vous répondre au fur et à mesure à l'écrit si possible pendant le webinaire. Mais si c'est des questions qui nécessitent d'argumenter un peu plus, nous pourrons faire un moment questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je vais à présent donner la parole à Marine Chausson et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, ce que vous a dit Clara, je suis donc un patient partenaire ou patient expert. J'ai souvent l'habitude de me présenter en disant je suis experte de ma pathologie, mais partenaire d'équipe multidisciplinaire, puisque j'ai deux activités aujourd'hui. Mais avant de vous parler du aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'étais avant mon accident. Avant mon accident, j'étais directrice générale d'un organisme HLM. Je, 130 collaborateurs, 32 personnes managées en direct. Une vie très intense, trop intense peut-être. Et mars 2021, AVC. Un AVC ischémique, donc un caillot qui s'est baladé dans mon cerveau et qui m'a rendu hémiplégique à droite. 2 ans de rééducation. Et, et assez naturellement, puisque c'est comme ça que la possibilité est donnée aux entreprises, la décision de ma structure de partir sur un licenciement pour inaptitude en disant que même si j'avais récupéré, et vous me voyez aujourd'hui normal, je mets entre guillemets, euh, mon entreprise n'a pas voulu prendre le risque de réintégrer quelqu'un qui avait fait un AVC. Et je me suis engagée pour l'inclusion dans les entreprises en devenant patient expert ou patient partenaire. Je vais utiliser les deux termes tout au long de cette présentation afin d'aider les entreprises à faire de l'inclusion et surtout à réussir de l'inclusion. Parce que vouloir le faire, c'est quelque chose, vouloir le réussir, c'est autre chose. Alors, tout d'abord, pour commencer, quelques chiffres clés
en termes de santé au travail. Aujourd'hui, 20% des actifs travaillent avec un défi de santé. Et vous allez voir, il y en a plein, et c'est pas dans votre domaine que je vais vous l'apprendre, mais on a une croyance quand on est entreprise. Alors, pareil, je vais alterner entre ma casquette d'ancien manager et ma casquette de patient partenaire aujourd'hui. On a une croyance quand on voit handicap, c'est qu'il faut faire beaucoup d'adaptations. Aujourd'hui, il y a à peu près seulement 15% des embauches de personnes handicapées qui vont nécessiter un aménagement technique du poste de travail. Le reste, c'est plutôt des aménagements en termes d'accompagnement. Donc, pas si compliqué que ça à mettre en place et tellement important pour la personne. Alors, d'abord, comment reconnaître et comprendre ces défis de santé? On va commencer par la technique. Alors, je vais tout de suite vous prévenir. La suite de l'AVC, c'est que je suis considérée comme une cérébrolésée et les cérébrolésés et la technique, ça génère du stress. Donc, je vais essayer de tout faire correctement. Si jamais j'ai un loupé, je vous prie d'ores et déjà de m'en excuser. Donc, une première question, quelle pathologie ou handicap pourrait ouvrir, enfin, quelle pathologie ou handicap peuvent ouvrir droit à une reconnaissance RQTH? Donc, je vais vous inviter à venir scanner ce petit QR code et ça va nous ouvrir un nuage de mots pour voir si vous connaissez les différentes pathologies ou handicaps qui ouvrent droit à cette fameuse reconnaissance. Normalement, il vous suffit avec votre téléphone de scanner. Voilà. Bien. Ouais. Bien. Bon, vous en avez déjà pas mal. Eh ben, vous en connaissez déjà beaucoup. On voit qu'on est dans un secteur qui connaît déjà bien ces éléments-là. Alors, vous en avez dit beaucoup, le diabète, les troubles 10, les troubles auditifs, l'insuffisance cardiaque, l'endométriose, la sclérose, les troubles de l'anxiété, toutes ces maladies, toutes ces pathologies où les personnes ne se sentent pas forcément concernées et du coup ne sollicitent pas la demande de RQTH, ce qui leur permettrait d'être accompagnées dans le parcours pro. C'est 20% des actifs et vos équipes vivent et travaillent au quotidien avec, mais vous ne les connaissez pas forcément. Il faut savoir que quand on est collaborateur, c'est des fois difficile d'admettre qu'on a un handicap. Et mon rôle aujourd'hui, c'est souvent d'accompagner des personnes qui ont des difficultés d'aller vers la déclaration RQTH parce qu'elles ont l'impression que si elles le font, elles vont être marquées au fer rouge et que après, ça va les perturber dans leur progression dans l'entreprise. Mais du coup, elles ratent un certain nombre de dispositifs qui leur permettent d'être soulagées au quotidien quand bah, des fois on est un peu moins bien. Je pense à l'endométriose, je pense à la sclérose en plaques, je pense à la maladie de Crohn, je pense au cancer, enfin tous ces éléments où on passe en maladie chronique et que bah, le quotidien au travail peut être compliqué. Alors, les formes de handicap invisible, vous savez que le handicap invisible, c'est 80% des handicaps, donc vous pouvez en avoir autour de vous sans en être forcément conscient. Ce sont des maladies chroniques non apparentes, on en a déjà parlé, vous l'avez cité, le diabète, l'endométriose, la sclérose en plaques, la déficience sensorielle, ça va être les troubles de l'apprentissage et la dyslexie, ça va être les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, les TDAH, toutes ces maladies dont on parle de plus en plus parce qu'on est confronté de plus en plus à ça. Le trouble psychique,
Je vous rappelle qu'on est dans une année où la santé mentale est importante, la dépression, l'anxiété, qui peuvent être des facteurs qui sont paralysants à un moment dans la vie professionnelle, et tout ce qui est TMS, les fameux troubles musculo-squelettiques. Ces formes de handicap invisibles, elles vont avoir un impact. Et si je vais vous parler un peu de moi, le handicap invisible, quand j'ai fait mon AVC, j'ai, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 ans de rééducation. Ces 2 ans de rééducation, j'ai réappris à écrire, à marcher. Heureusement, je n'avais pas perdu la parole et heureusement, je n'ai pas été touchée sur mon cognitif. Mais quand vous vous retrouvez du jour au lendemain en fauteuil roulant, il faut savoir que ben, en tant que malade, vous avez toute une série de mots qui vous viennent en tête. Et moi, j'ai en mémoire la culpabilité, la confusion, l'état de choc. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de la courbe du changement, mais vous savez, vous avez ce choc, et puis qui est l'AVC pour mon cas, et puis après, vous avez toute une phase de déni. Non, mais c'est pas possible. Mais ces médecins, ils pensent à quoi? Ça peut pas être un AVC. J'ai 51 ans, je suis sportive, j'ai pas de problème d'hypertension, j'ai pas de problème de diabète. Enfin, non, ça, c'est les autres, c'est pas moi. J'étais au sommet de ma carrière, donc une confusion, un déni, et puis une peur de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais devenir demain. Euh, L'isolement. J'étais directeur général et j'avais l'impression d'avoir plein d'amis professionnels. Et ben, au moment où j'ai eu mon AVC et que j'ai disparu du circuit professionnel, plus d'amis professionnels, quasiment plus. La dépression qui du coup se met en place et les gens qui vivent un cancer, les gens qui découvrent une sclérose en plaques, les gens qui vivent une opération du cœur, tous ces gens-là vivent ces mêmes difficultés. La peur du jugement. Ah, si je le dis, si je montre ce que j'ai eu, plus personne va vouloir m'embaucher, plus personne va vouloir me recruter. Et alors le pire, est-ce que je suis encore compétente? Tous ces éléments-là, ils viennent dans la tête du malade. Et à un moment, on passe la rééducation, je me relève, je marche aujourd'hui avec une canne, mais je marche, je réécris, pas longtemps, mais je réécris. Et vient l'aspect, qu'est-ce qui se passe dans la tête du collaborateur? Parce que vous avez 3 opérateurs qui vont se mettre en route dans ce que j'appelle souvent le réaccueil dans l'entreprise, ou en tout cas quand on se pose la question de quels vont être les défis qui vont se mettre en place pour pouvoir accueillir ce collaborateur qui vient de connaître une expérience unique dans sa vie. Et bien dans la tête du collaborateur, il y a des éléments comme, selon sa durée d'arrêt maladie, une perte de repère, la culpabilité par rapport à l'absence. Il faut être très conscient que quelqu'un qui a été absent pendant 1 an et demi, 2 ans, la première image qui vient en tête, c'est pas j'ai eu 2 ans de vacances, c'est oh, j'ai j'ai foutu dans la mes collègues. Je me sens coupable face à cette absence. Et puis l'envie de reprendre une vie normale, parce que c'est ça qui va permettre de guérir aussi. Il faut savoir qu'un collaborateur qui revient au travail, ça participe aussi à sa rééducation parce qu'il va retrouver l'assurance dans ses compétences. Euh, il va falloir qu'il réapprenne ses compétences de base et plus il va réussir, plus il va être accompagné, plus il va réussir dans ces éléments-là. La tête des collègues, dans la tête des collègues, il va y avoir comment je dois réagir par rapport à ce collègue qui revient après 2 ans d'absence. Certains vont savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'ils auront pris de ses nouvelles, il y a des liens d'amitié, et du coup, ils seront pleinement au courant, mais d'autres collègues vont se dire, bah tiens, Marine, elle a disparu pendant 2 ans et un jour, elle revient et qu'est-ce que je dois lui dire? Quelles questions j'ai le droit de lui poser? Est-ce que je peux lui dire, tu nous as manqué pendant 2 ans, mais sans que ce soit interprété sur, putain, on s'est tapé tout ton boulot pendant 2 ans. Prendre des nouvelles, mais prendre des nouvelles sans être intrusif. C'est douloureux tes traitements. Ah, t'as une poche là qui te permet de faire tes besoins. Des fois, ça fuit. Enfin, toutes ces questions qui vont être à un moment intrusives et déplacées par rapport à la personne. Comment se positionner?
Trouver les bons mots. Est-ce que on a le droit de parler de sa maladie? Pas du tout. Avoir tous ces éléments-là, comment être dans le non-jugement. Donc vous imaginez le collègue qui voit son collègue revenir après 2 ans de maladie, euh, toutes les questions qui se posent aussi dans sa tête. Et c'est aussi à prendre en compte. Et enfin, le manager. Le manager, lui aussi, il a peur d'être maladroit. Il a envie de bien réaccueillir parce que cette personne vient au bout de 2 ans d'absence. Comment je mets en place les choses pour que ça se passe bien? Je vous l'ai dit, une personne qui revient, ça fait partie de sa rééducation. La personne qui revient, elle s'est déjà battue pour revenir. Imaginez, j'ai fait un AVC. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant avec une partie qui ne fonctionnait plus. 2 ans, 2 ans pour tout réapprendre. C'est pire que de s'entraîner à un triathlon. Alors, je vous rassure, je ne me suis jamais entraînée à un triathlon, mais quand j'entends les triathlètes qui racontent, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a développé des capacités qui, qui sont hors normes. Donc, on a des choses à offrir à l'entreprise. Souvent, je crois que je l'ai dit quand j'ai rencontré des gens de Colline, c'est pas parce que j'ai un handicap que je suis devenue incompétente. Mais par contre, mon handicap m'a permis de développer de nouvelles compétences. J'ai perdu en capacité, je n'ai pas perdu en compétences. Et ça, c'est important. Et dans la tête du manager, trouver les bons mots, ne pas faire de loupés. Quand je m'adresse à un collaborateur qui revient, les mots interdits sont tout le temps dans la tête du manager. Comment je l'accueille correctement sans le blesser? Comment j'organise sa reprise? Et aujourd'hui, un certain nombre d'éléments vont accompagner l'entreprise, vont donner des outils aux managers pour justement organiser correctement cette reprise. Le manager, il va aussi réfléchir à comment il doit adopter la bonne posture, comment il va identifier sa façon de rassurer. J'aurais aimé que mon manager, ou en tout cas mon président, me dise, Marine, ce que vous venez de vivre, ça a dû être terrible, et on en a tous conscience. Mais je suis ravie de vous voir en vie et on va tout mettre en œuvre pour que votre retour se passe correctement. Ça, je l'aurais rêvé. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que je mets en place dans les entreprises que j'accompagne pour aider des managers qui sont dans cette envie-là. Et enfin, c'est aussi s'appuyer sur des gens qui savent faire, comme le référent handicap, comme ça existe dans beaucoup d'entreprises. Quelqu'un qui a traversé ce parcours du combattant, qui est porteur d'une maladie chronique ou qui a eu un accident de vie, c'est prendre en compte des impacts très positifs au niveau de la diversité. Accueillir l'inclusion, c'est pas régresser, c'est au contraire accueillir de l'innovation, c'est accueillir de la performance. On se rend compte que les équipes qui réaccueillent quelqu'un qui a eu un accident de vie sont des équipes qui sont plus performantes. Pourquoi? Ben parce que la personne qui est réaccueillie, elle a une volonté de faire déjà, parce qu'elle s'est redressée, mais elle a aussi une volonté de bien faire, parce qu'elle a une conscience très forte sur ce que lui donne l'entreprise, ce que lui offre l'entreprise. On ne va pas se voiler la face. Quand vous avez passé 10 ou 15 ans dans une entreprise et vous avez un accident de vie et vous êtes licencié pour inaptitude, retrouver du travail à l'extérieur, ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que vous allez dire ce que vous avez comme difficulté. Alors, j'accompagne des personnes qui me disent, mais moi, je ne le dis pas. Hmm. C'est un choix que je respecte. Mais le jour où vous serez fatigué, le jour où vous allez faire des erreurs cognitives parce que la fatigue est trop forte, le jour où il y aura un souci par rapport à votre santé et que votre employeur découvre qu'il y avait une problématique, bah, vous rompez un lien qui est important, en tout cas dans mes valeurs qui est important, qui est la confiance, la loyauté, l'éthique.
Et à un moment, oui, il y a des entreprises qui n'embaucheront pas s'il y a un handicap, comme il y a des entreprises qui licencieront pour inaptitude s'il y a un handicap. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire le choix de conserver les collaborateurs, de les accompagner, faire le choix d'embaucher des collaborateurs avec un handicap, quel qu'il soit, visible ou invisible, parce qu'il y a des entreprises qui sont encore humaines et qui sont conscientes de l'innovation que ça peut apporter. Quelqu'un qui réapprend à marcher à 50 ans et qui réapprend à écrire, ben, il a quand même développé des connexions neuronales importantes pour réussir à faire ce chemin-là. Mais il a aussi appris à vivre avec son handicap. Par exemple, moi, je n'ai plus le droit de conduire, mais je suis imbattable au niveau du bus, de tous les transports qui existent. Euh, je peux faire des conférences dans n'importe quel pays, enfin n'importe quel, j'allais dire pays dans le monde, non, n'importe quelle région de France, peut-être un jour dans le monde, mais aujourd'hui n'importe quelle région de France, du moment qu'il y a une gare ou un aéroport, ça ne me pose aucun problème. On va à un moment avoir une facilité à trouver des solutions et des options et à être plus performant. Alors, on va repasser à notre aspect technique avec, à votre avis, est-ce qu'une personne en situation de handicap est plus absente qu'une autre? Puisque c'est souvent une question qu'on me pose. Et je vous mets sur la deuxième question. La deuxième question, voilà. Et je vous laisse répondre. Bon, comme je sais que vous êtes une trentaine à peu près, vous avez déjà une bonne connaissance et vous avez raison. Bien sûr qu'une personne qui a un handicap n'est pas plus absente qu'une autre. 69% des employeurs estiment que les salariés en situation de handicap ne sont pas plus souvent absents que les autres. Et l'expérience me montre, depuis que je suis dans cette situation-là, dans les entreprises que j'accompagne, que en fait, les personnes qui ont une difficulté, soit ne disent pas qu'elles sont en souffrance et se débrouillent pour avoir leurs rendez-vous médicaux en fin de journée, le samedi matin, ou prennent une demi-journée de congé pour pouvoir gérer cette problématique-là, soit sont déjà dans une organisation avec des temps de repos qui leur permettent d'ajuster. Je vais prendre un exemple. J'accompagne une dame actuellement qui a un double cancer et qui a toutes les 3 semaines, le jeudi, un gros traitement à prendre jusqu'au mois d'octobre. Eh ben, on a organisé avec son employeur que le jeudi après-midi et le vendredi matin, elle est absente et c'est aménagé dans son temps de travail. Comme ça, elle part à midi de son travail, elle va faire son injection à l'hôpital et après, elle est ramenée chez elle et elle se repose le lendemain. Et on la voit réapparaître le vendredi après-midi comme c'est une entreprise où il y a du télétravail, où il y a des RTT, enfin, ça choque personne qu'elle n'est pas là une fois par mois, le jeudi après-midi et le vendredi matin. Et personne n'est obligé de savoir que c'est parce qu'elle va faire une injection à l'hôpital. Seul son chef de service est au courant et ça se passe très bien. Ce qui lui évite de se mettre en arrêt parce qu'elle en a parlé, parce qu'elle a partagé et qu'on a trouvé une option. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans ces situations-là trouvent souvent multiples options pour que ça ne dérange plus le service et ben, pour pouvoir quand même prendre soin d'elles à un moment où elles sont obligées de subir un traitement. Je continue et je fais attention au temps pour que vous ayez le temps de poser des questions si vous le souhaitez. Alors, un salarié qui se sent inclus et soutenu sera naturellement beaucoup plus engagé et fidèle à son entreprise. Quand un chef d'entreprise me dit, oh là là, mais vous vous rendez pas compte, le réaccueillir,
s'il n'est pas là, s'il est malade, s'il retombe malade, la désorganisation du service. Souvent, je réponds que quand je vois les recruteurs aujourd'hui, les recruteurs me disent, oh, c'est très difficile de recruter quelqu'un de fiable. C'est très difficile parce que si on les recrute jeunes, parce qu'ils sont moins chers, si on les recrute jeunes, bah on les forme pendant 3 mois, 6 mois, et puis après, bah, ils vont voir ailleurs parce qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils sont mieux payés ailleurs. Premier point. La dernière fois, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui me dit, vous vous rendez compte, Marine, j'ai trouvé un jeune vraiment bien qui correspond au profil et il a refusé le poste parce que le nombre de jours RTT ne lui convenait pas et il n'y avait pas de flexibilité sur les horaires de travail. Bah, je dis oui, en même temps, depuis le Covid, on a bien conscience que les populations se sont réadaptées au marché de l'emploi. Et aujourd'hui, on a plein de jeunes qui décident de, jeunes ou moins jeunes, hein, il y a pas, ça ne touche pas que les jeunes, malheureusement, qui ont décidé de ne pas dire oui à tout ce qu'impose l'entreprise. Donc, à un moment, votre valeur ajoutée, c'est aussi ce que vous offrez à l'entreprise. Quand vous avez eu un accident de vie ou que vous avez une maladie chronique et que votre entreprise vous reprend, je peux vous garantir, et je serais prête à mettre ma main à couper, que vous allez avoir des gens qui sont très engagés et très fidèles à l'entreprise parce qu'ils ont pleinement conscience que dehors, si ce n'est pas dans cette entreprise-là, ce sera beaucoup plus compliqué de trouver un emploi. Première cause de discrimination en France, c'est le handicap. C'est le dernier rapport de la CNIL. La première cause de discrimination reste le handicap, et notamment à l'embauche. Donc, on n'est pas idiots, nous, personnes possédant une ERQTH. On sait très bien que si ce n'est pas notre entreprise qui nous reprend ou si on n'est pas en capacité de créer sa propre structure, ben, à un moment, ça va être compliqué. Alors, il y a des entreprises aujourd'hui, notamment des cabinets de recrutement qui se sont spécialisés dans le recrutement des personnes handicapées, mais ils ne sont pas encore pléthores en France, donc on souligne leur existence, mais il y a encore des progrès à faire. Je continue. Comment créer un environnement qui soit inclusif et efficient? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir concilier handicap et efficience? Performance. Je vous laisse répondre. Super, vous connaissez tout, hein. De belles réponses en tout cas. Vous l'avez dit, l'écoute et la communication, ça c'est primordial. Euh, la personne qui revient après long arrêt, souvent va avoir tendance à minimiser ses besoins. Et ce qui va être important, c'est vraiment de créer un environnement de confiance pour que la personne puisse vraiment donner les éléments de ce dont elle a besoin pour que derrière, on puisse vraiment adapter à la personne, mais parce que on reste quand même une entreprise, adaptée aussi aux besoins
de l'entreprise. L'entreprise, elle doit à un moment continuer à produire, à apporter un service, continuer à faire aussi de l'argent. C'est le rôle de l'entreprise. Donc, à un moment, on va être vraiment sur un équilibre entre la personne qui revient a besoin de ça, moi, entreprise, j'ai besoin de ça. Et comment l'équipe dans laquelle la personne qui revient travaille, intervient, va pouvoir ajuster ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois entités qui interviennent. Il y a moi, en tant que personne qui revient, mon manager et mon équipe, l'équipe qui me réaccueille. Et c'est en global qu'on va réfléchir à quel type d'aménagement de poste on met en place. Est-ce que c'est, je me rappelle, un jeune homme qui avait eu un AVC et qui était chef de projet dans l'informatique. euh, Quand il est revenu, en fait, il a été mis à 100% en télétravail et il nous expliquait qu'il était très en forme le matin, donc il travaillait beaucoup le matin, il dormait une partie de l'après-midi et il pouvait retravailler un peu le soir. Il ajustait ses projets par rapport au nombre d'heures qu'il était capable de mettre en place. Mais quand il y avait besoin d'aller dans l'entreprise, il y allait pour que ses collègues le voient. Et il répondait toujours aux sollicitations, aux demandes, sauf les moments où il avait besoin de se reposer. Quand moi j'interviens en entreprise, je dis aussi c'est le matin. Et si je dois intervenir sur la journée, je demande une pièce où j'ai la possibilité d'avoir un sofa ou en tout cas un fauteuil confortable pour fermer mes yeux pendant quelques minutes et faire une micro-sieste, avoir un temps de repos pour récupérer en énergie. Donc c'est vraiment de l'écoute, de la communication, l'équilibre entre les besoins de la personne, les besoins de l'organisation et tous les aménagements de poste qui sont possibles. J'en profite, Marine, pour faire un petit aparté, pour vous indiquer que l'OETH propose des aides financières pour aménager le poste de vos salariés qui sont reconnus en situation de handicap, comme par exemple des aides matérielles à la compensation, le financement d'appareillage auditif, des aides au tutorat, des aides à l'interprétariat, des aides au trajet, l'aménagement de véhicules, etc. Pour plus d'informations sur ces aides, puisque je n'aurai pas le temps de les développer aujourd'hui, je vous invite à consulter le guide des aides de l'OETH, qui est très complet, pour lequel je vais vous indiquer dans le QNR le lien que vous pourrez retrouver aussi sur notre site internet. Mais je vous mets tout de suite le lien. Je te relaisse la parole. Je vais vous reparler un peu de moi. Euh, Quand j'étais manager, j'étais pas parfaite, hein, loin s'en faut. J'avais une mauvaise habitude quand je demandais des nouvelles à mes collaborateurs en disant, parce que je savais qu'ils revenaient d'un arrêt et que la conversation commençait par «Oh là là, Madame Chausson, m'en parlez pas, j'ai mal là, et puis il y a ça qui va pas». Je coupais assez vite court à la conversation en disant «Non mais si vous vous écoutez tout le temps, on va jamais s'en sortir». Je peux vous garantir qu'avec ce qui m'est arrivé, plus jamais je prononce cette phrase-là. Alors, vous aurez toujours en entreprise 1 ou 2% de gens qui exagèrent. Ça existe, comme les gens qui trichent, ça existe. Mais la majorité des personnes sont pas dans cette configuration-là. Aujourd'hui, quand j'accompagne des managers, notamment sur le réaccueil, je leur dis que tant qu'on n'a pas vécu la pathologie, on est incapable de se mettre dans le corps de la personne et ce qu'elle vit et ce qu'elle subit au quotidien. Et qu'à un moment, poser la question de comment ça va, c'est aussi entendre que quand je suis dans telle position, je pense par exemple la simple position d'être derrière un ordinateur, au bout d'un moment, moi j'ai un aménagement qui a été fait dans mon bureau pour que l'écran soit haut, que je garde le dos droit. J'alterne entre un fauteuil et un rond, enfin un ballon
pour pouvoir ajuster ma lombalgie chronique. J'ai un canapé dans mon bureau qui fait que quand je commence à être cognitivement trop fatiguée, ben, je mets un masque sur les yeux et je vais dormir pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Enfin voilà, tout est aménagé pour que je puisse être cohérente et efficiente dans mon travail quand j'interviens bah, pour Colline ou que j'interviens pour une autre entreprise. À un moment, j'ai affûté cette, cette adaptation grâce à mon handicap parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a une pathologie, quand une maladie chronique, quand on a eu un accident de vie, si ça revient jeune, si ça survient jeune, on va être face à une carrière qui va être plus souvent subie que choisie. Et c'est dramatique quand vous avez un AVC qui vous touche cognitivement à 20 ans. Imaginez que votre vie d'après, elle était à construire et qu'il faut tout recommencer et que c'est largement plus difficile que quand vous l'avez à 50 ou à 70 ans. L'évolution professionnelle, souvent, elle est stoppée ou ralentie. Ralentie, c'est le moindre mal. Mais quand elle est stoppée, c'est compliqué et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. C'est un parcours professionnel qui va être marqué par des ruptures ou des adaptations multiples. Quand vous avez quelqu'un qui a un cancer, potentiellement il peut en avoir un deuxième. Donc on sait que bah, c'est des gens qui sont sous surveillance pendant 5 ans avant qu'on puisse parler de guérison. Le maintien en emploi, il est fragilisé. Donc à un moment, c'est à l'entreprise de mettre en place le soutien pour que ça puisse se passer correctement. Et quand c'est plus possible, parce que ça arrive que ce soit plus possible, c'est aussi à l'entreprise d'accueillir pour que la fin se passe correctement. Et j'en arrive à la dernière partie, inspirer et soutenir le rôle du manager ou le rôle de l'encadrant. Alors, mes changements après le post AVC, c'est l'inclusion, c'est devenu un combat. Alors que avant, l'inclusion, c'était une obligation. Et j'ai honte de le reconnaître, mais sincèrement, s'il n'y avait pas eu l'amende, j'aurais pas eu autant de personnes handicapées dans ma structure. Aujourd'hui, j'ai de la fierté à accompagner des personnes qui possèdent un handicap, qu'ils soient visibles ou non visibles, à rester dans l'entreprise ou à intégrer une entreprise. C'est pas parce que je dis j'ai mal que je suis incapable. C'est pas parce que mes capacités sont réduites que je ne suis pas compétente. Et à un moment, c'est pas parce que ça ne se voit pas que je ne suis pas porteuse d'un handicap. Et ça, ce sont des changements forts avec ce qui m'est arrivé parce que je pense que mon accident, que j'ai considéré vraiment comme la pire des choses qui pouvaient m'arriver, aujourd'hui, je dis que c'est ce qui m'a rendue meilleure et en tout cas bien plus fine et efficiente dans l'accompagnement que je peux faire sur l'inclusion. Alors, un membre de votre équipe vous fait part de son défi de santé. Que faites-vous? Vous musclez votre empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et pas faire comme Marine avant. Arrête de t'écouter parce que l'état malou, on en a jusque-là. Non, c'est explique-moi, raconte-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et faire preuve d'écoute active. Quand tu me dis ça, est-ce que je dois comprendre ça? Qu'est-ce que je peux faire pour faire que ça aille mieux? Et vraiment, à un moment, reformuler à chaque fois que la personne questionne ou vous parle pour être sûr que vous avez bien compris ce dont elle a besoin. C'est solliciter des feedbacks. Je vois que tu grimaces. Est-ce que tu as mal? Est-ce que, oh là, tu bailles et je sens que ton visage devient un peu plus livide ou blême. Est-ce que tu as besoin de te reposer? C'est à un moment être vraiment bienveillant et bah, solliciter la personne. Si la personne vous dit non, non, t'inquiète pas, tout va bien, c'est OK, c'est que tout va bien. Si par contre elle vous dit bah, je suis un peu chargée, je me suis mise en stress parce que j'ai l'impression que je vais pas tenir la deadline, bah, plutôt que de lui répondre, bah, écoute, débrouille-toi, hein, tu sais on compte sur toi et on t'attend, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir te dépanner sur ce coup-là. Et à un moment, et ça j'ai oublié de vous le dire, quand je reviens après 2 ans d'arrêt ou un an d'arrêt,
j'ai échangé. Et si j'ai changé, ça veut dire que potentiellement, je ne pourrais pas prendre forcément le même poste qu'avant, ou en tout cas l'ensemble de mes mêmes missions qu'avant. Et peut-être que si on ne veut pas avoir un écart entre ce que je suis capable de fournir et ce que vous attendez de moi, il va falloir réajuster les missions. Et d'où l'importance des feedbacks, parce que s'il n'y a pas cet échange-là, vous risquez de faire des erreurs. Se montrer ouvert et exemplaire. Éviter les «Oh là là, ce matin j'en ai vu un dans le bus, alors je vais prendre le bus, non, le bus c'est peut-être pas un bon exemple. Se montrer ouvert et exemplaire, comment je pourrais vous donner l'exemple? Ah oui, oui, hier Marine, elle s'est encore plainte, d'avoir mal à la tête. Décidément, dès qu'il fait chaud, elle a toujours mal à la tête. Vous le dites au détour d'un café, ça semble pas grave. Sauf que bah, si vous faites ça, vous n'êtes pas exemplaire. Ça va plutôt être de dire, bah, j'ai remarqué qu'hier, Marine avait encore mal à la tête parce qu'il faisait très chaud. Peut-être que ça pourrait valoir le coup en réunion d'équipe de se poser la question des horaires. Là, on va traverser une semaine de canicule. Peut-être que lui proposer de commencer plus tôt le matin, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, c'est vraiment un moment identifié avant que, bah, il y ait une problématique. Ça veut dire que c'est promouvoir le bien-être mental et l'inclusion. Si je réfléchis quand il y a des fortes chaleurs, euh, il faut savoir que la forte chaleur, quand on a des douleurs chroniques, augmente la sensation des douleurs chroniques. Quand on a eu un AVC, ça augmente les maux de tête, donc ça augmente la fatigue. Et bien, c'est un moment réfléchir en équipe à qu'est-ce qu'on peut faire pour que pendant ces périodes, la personne se sente mieux. Se concentrer sur les forces et la complémentarité des compétences plutôt que de ne voir que les faiblesses de la personne. Je suis très efficiente 3 heures le matin, pas l'après-midi. Ben, ne me demandez pas d'intervenir l'après-midi. Et pour terminer, ben, je prends souvent cet exemple d'un film avec Tom Hanks, Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et même des fois, quand vous tombez sur un chocolat fourré qui n'est pas à votre goût, ça reste du chocolat. Et c'est important de le prendre en compte quand même. Il est 12h27. J'espère ne pas avoir trop débordé, Clara, et je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Marine. Non, en effet, la gestion du timing était parfaite puisque on n'a pas de questions pour le moment. C'est encore le moment de nous en poser pour qu'on puisse répondre à l'oral. Je laisse juste... Ah oui, on a une question. Comment déculpabiliser son collaborateur sur ce qu'il ressent ou vit? Je te laisse la parole. Comment déculpabiliser son collaborateur en lui montrant qu'il peut avoir confiance. Comment on lui montre qu'il peut avoir confiance? On n'utilise pas ce qu'il vous donne comme information. Je vous donne un exemple. La dernière fois, je suis intervenue pour une entreprise et l'entreprise se situe à 500 mètres de la gare. Et pour moi, 500 mètres en montée, c'est impossible de les faire. On est dans une zone assez mal desservie en taxi, donc pas de taxi. Ben, en fait, je m'en suis ouverte à la personne qui me prenait pour cette intervention et je lui ai dit, voilà, ma difficulté, c'est ça. Soit on me trouve une solution pour que j'arrive encore en forme pour mon intervention, soit ça n'est pas possible et je peux l'entendre. Et dans ce cas-là, bah, je vais vous donner les coordonnées d'un de mes collègues qui pourra intervenir à ma place. Et là, la personne m'a dit, mais bien sûr, Marine, que quelqu'un va venir vous chercher. J'avais même pas imaginé que ce serait autrement. J'avais même pas imaginé que vous alliez prendre un taxi. C'est ça, déculpabiliser. Alors là, je donne un exemple facile, mais à un moment, c'est montrer que la personne peut avoir confiance en vous et du coup, elle peut vous confier les choses. Alors, un conseil pour la déculpabiliser, c'est avant qu'elle revienne, prenez le temps de la rencontrer enfin, hors entreprise pour aller échanger avec elle sur de quoi tu auras besoin. Pas forcément parler de sa pathologie, mais juste de quoi tu auras besoin. Et à partir de ce moment-là, vous mettez un climat de confiance.
Merci beaucoup pour cette réponse. Nous n'avons pas eu d'autres questions entre-temps et il est 12h30. Donc, juste avant de clôturer ce webinaire, je souhaitais vous rappeler que si vous voulez informer vos salariés, les inviter à s'inscrire sur la plateforme EO Santé, vous pouvez télécharger le kit de communication clé en main qui est composé d'affiches, de flyers, de cartes aussi. Donc, je vais vous mettre le lien dans la discussion pour pouvoir plus facilement sensibiliser vos salariés au fait qu'ils peuvent aller justement échanger avec des patients partenaires en toute confidentialité et gratuitement sur la plateforme et au santé. Merci Par d'avoir, ailleurs, oui, allez-y, merci, Marine. merci Clara d'avoir rajouté la confidentialité parce que c'est important. Parce que dans les échanges qu'on a avec les personnes qui nous contactent, très souvent la première question c'est vous en parlerez pas à mon manager. Voilà. Et c'est une clé importante. Et autre chose, vous aurez accès au replay de ce webinaire et aux questions-réponses, mais comme il n'y en a pas eu, c'est pas pertinent. Nous vous enverrons aussi par mail ce lien vers le replay dans les prochains jours. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre attention et vous invite à nous rejoindre donc, sur les prochains webinaires et aux santé. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine de la QVCT, puisque c'est la semaine de la QVCT. Et Marine, tu peux clôturer ce webinaire, sauf si tu as un petit mot de revoir. Alors j'ai rapidement regardé. Merci à vous tous pour vos petits mots de remerciement et euh, mon AVC m'a appris quelque chose et je terminerai là-dessus. J'avais une mission à accomplir et cette mission, c'est d'aider des gens qui sont en difficulté. Moi, j'ai choisi l'inclusion. Et quand je lis ce que vous marquez, euh, j'ai appris beaucoup avec cette pathologie et ça me permet d'être efficiente dans les accompagnements que je propose. Donc, merci à vous sincèrement et bonne suite à vous tous. Prenez soin de vous.